Bonjour à tous. Rentrez vite, on commence. Donc pendant le quart d'heure qui vient, je vais vous parler de transformer des applications qui sont déjà en production. Je vais vous décrire cette question-là sur la base de l'expérience qu'on peut en avoir à Logilab. Donc je m'appelle Nicolas Chauvin. J'ai fondé avec Olivier, qui est au fond de la salle, Logilab il y a une vingtaine d'années. Et ce que je vais vous décrire là, c'est une espèce de résumé d'un certain nombre de choses qu'on a pu constater et apprendre au cours de ces 20 années où on a développé du logiciel. Donc Logilab, on l'a créé en 2000. On faisait déjà du logiciel libre avant, on faisait déjà du Python avant. On a fait du Logilab avec Python et du logiciel libre. On a commencé sur des questions d'intelligence artificielle avec des agents intelligents. C'était moins à la mode que ça ne l'est aujourd'hui, je vous l'avoue. Python aussi d'ailleurs, à l'époque on nous demandait pourquoi on ne faisait pas du Java. Bon, maintenant Python, l'intelligence artificielle, ça va, ça plaît à tout le monde. Nous on fait toujours du Python, on fait plus d'intelligence artificielle. Avec ce qu'on avait fait au départ, on est parti sur l'espèce de mémoire de notre agent intelligent et les problèmes de représentation de connaissances que ça résolvait, et on est parti sur du web sémantique, donc de la représentation et de l'échange de connaissances sur le web. On a fait aussi de la formation Python scientifique qui nous a pas mal fait vivre au début. Donc les applications sur lesquelles on a travaillé, c'est des applications comme ça. Alors toutes nos applications internes, sachant que les premières applications qu'on a créées au moment où on a fait la société, parce qu'il y avait beaucoup moins de logiciels libres de gestion, etc. qu'aujourd'hui, donc on a fait notre propre CRM, notre propre intranet, notre propre forge logicielle, etc. Bon, ces applications-là, elles ont 20 ans. On a travaillé dès les premières années pour EDF sur des questions d'informatique scientifique. On les a aidés à développer des codes de calcul et des applications de simulation. C'était des applications qui existaient déjà au moment où on a participé. Ces applications, elles avaient déjà souvent 15-20 ans. Nous, on a travaillé avec eux pendant encore une quinzaine d'années. On s'est arrêté il y a 5 ou 6 ans. Donc, vous voyez, il y a des applications comme ça qui vivent 30-40 ans. Depuis une dizaine d'années, on maintient, on développe, on fait évoluer les catalogues de la Bibliothèque nationale de France en ligne, donc le site qui s'appelle DataBNF.fr. Justement, là, c'est du web sémantique et toutes les données sont partagées. Depuis 6 ans maintenant, on faisait d'autres applications informatiques scientifiques pour Engie avant. Depuis 6 ans, on fait évoluer une application qui leur permet de gérer des réseaux d'énergie. Voilà, donc ça, c'est en production au quotidien. Depuis 6 ans. On fait aussi depuis 5 ans le site des Archives de France. Donc c'est une espèce de moteur de recherche de tous les sites d'archives et toutes les archives publiées en France. Ça, c'est pour les plus gros que j'ai mis sur la page. On fait aussi des choses pour le Muséum d'histoire naturelle. On fait des choses pour Total aussi maintenant en matière de représentation de connaissances, et puis plein de plus petites applications. Donc la question à laquelle je vais m'intéresser avec vous, c'est quelle durée de vie pour ces applications ? Il y a un certain nombre de gens qui vous disent que de toute façon, les applications, la technique évolue très vite et que la meilleure solution, c'est de les refaire tous les 5 ans. Donc ils mettent ça dans leur plan d'investissement. Tous les 5 ans, ils prévoient de réinvestir, de refaire l'application. L'autre option, c'est de transformer les applications pour qu'elles continuent à fonctionner. Vous avez compris que moi, je suis dans ce camp-là. C'est ça que je viens défendre aujourd'hui. Sachant que si on veut refaire les applications, alors il y a une tentation, c'est oui, on ne va pas s'embarrasser de tout ce qu'on a, on va repartir avec du neuf, avec les nouvelles technos, ça va être bien, ça va être super, et puis on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Alors, on ne refait pas forcément les mêmes, mais on en fait d'autres, c'est pas forcément moins cher. Et puis c'est partir du principe aussi que les spécifications étaient bien au départ, ou alors qu'on les a maintenues. Bon, les spécifications, elles ne sont jamais bien, on ne les a jamais maintenues, donc en fait, il y a beaucoup de connaissances qui est dans le code. Et quand on jette ce code pour en refaire un autre, ben on perd toute la connaissance accumulée. Donc ça aussi, c'est un argument qui, de mon point de vue, dit qu'il vaut mieux essayer de les transformer. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut les transformer pendant 50 ans. Hein. Au bout d'un moment, on finit par les jeter, mais ce n'est pas la même chose de les faire vivre longtemps ou pas longtemps. Alors à quel type de changement on peut faire face ? Alors en 20 ans de changement, on en a vu un certain nombre. Bon, alors il y en a un tout bête, c'est les machines ne durent pas éternellement. Au bout d'un moment, les disques durs meurent, etc. Enfin, il faut changer les disques durs, recharger les machines parce que la vitesse des CPU augmente. Donc à un moment, l'application, il faut forcément la déplacer. Parmi les choix qu'on a fait qui n'étaient pas trop mauvais, je pense, il y a Debian. On a choisi Debian en 2001. Bon, on est toujours resté sur Debian. On n'a jamais eu besoin de passer de Debian à autre chose. Mais par contre, on a changé de version de Debian. Parce que Debian, ça a beau changer tous les 3 ans. En 20 ans...
ça fait déjà cette version. Donc il faut quand même changer l'OS, réinstaller sur une nouvelle version de l'OS. Et puis les techniques d'infra ont changé aussi. Il y a 20 ans, on mettait un serveur avec tout dessus. Après, on a pu avoir plusieurs serveurs avec des applications différentes, mais il fallait être capable de déployer la même application sur plusieurs serveurs ou le même cadre applicatif sur plusieurs serveurs. Après, on est passé aux machines virtuelles. Après, on est passé aux conteneurs. Maintenant, on en est à Kubernetes. Donc là, c'est pareil. Il y a des trucs qui changent tout le temps. Alors, on peut toujours faire des conteneurs avec Debian qu'on fait tourner dans Kubernetes, mais les paquets qu'on installe pour Debian ou la manière dont on installe sur une base Debian, ça change. Le stockage de données, alors nous on a toujours fait du PostgreSQL, mais pendant un moment on a fait du SQLite, pendant un moment des gens nous ont imposé de faire du MySQL qui est devenu MariaDB, qui est devenu, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. À une époque, c'était la mode du NoSQL. Alors, j'ai jamais été convaincu par le NoSQL, mais les gens qui sont partis avec du NoSQL et puis après qui disent maintenant il faudrait. Je vous dis par quoi je suis convaincu et par quoi je suis pas convaincu. Hein. Vous pouvez partir en courant en disant c'est nul, il n'est pas convaincu par les mêmes trucs que moi, je m'en formaliserai pas. Ou alors vous pouvez venir à la fin en disant mais pourquoi tu es convaincu par ça et moi je suis convaincu par autre chose. Ça, ce sera une discussion intéressante. Donc vous avez peut-être vu MongoDB par exemple, qui a été super à la mode. Qui a changé sa licence, ça c'est un autre type de changement possible. Du coup, comment on fait si on veut garder les données qu'on avait mis dans NoSQL? Et ben, il y a une solution maintenant pour faire du NoSQL avec Postgres, parce qu'on peut faire une colonne avec du JSON qui marche bien, il suffit juste de mettre une API devant. Donc stockage de données aussi, ça change, ou alors, je sais pas, c'était sur SQL Server, il faut migrer de base de données, il y a des petites différences dans le SQL. Donc voilà, le stockage des données, ça peut changer. Le modèle de données, alors souvent ça change beaucoup plus au début du développement d'une application et puis au bout d'un moment ça se stabilise, ça change un peu moins. Ça dépend des applications. Il y a des applications qui ont un modèle de données très vivant et qui peut changer un peu tout le temps. Ce qui change beaucoup plus souvent, c'est les formats d'échange. Alors souvent le format d'entrée, quand on récupère les données d'ailleurs ou quand on doit les ingérer à partir de quelque chose, ce format il ne change pas trop. Mais souvent, on a envie, au fur et à mesure que les formats d'échange évoluent, de changer les formats de sortie. Donc là aussi, ça veut dire, souvent, qui dit différence de format, il dit surtout différence entre les modèles de données. Donc il y a une traduction de modèles de données à faire, qui ça, j'y reviendrai, c'est à mon avis une des choses les plus difficiles à faire dans un temps court, raisonnable, maintenable, sans que le client dise « mais enfin, vous allez me faire repayer pour une application que j'ai déjà payée ». Oui, mais vous changez le modèle alors. Forcément, c'est plus vraiment la même, quoi. Architecture, on peut changer plein de choses. Alors, si je prends l'exemple de CubicWeb, il y a énormément de choses qui ont changé en 20 ans. Déjà, il y a 20 ans, il n'y avait pas les mêmes bibliothèques, il n'y avait pas les mêmes logiciels libres, il n'y avait pas les mêmes bibliothèques Python. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on a inventées ou fait chez nous parce que ça n'existait pas ailleurs. Et puis, au fur et à mesure que les langages, que les choses... les gens se mettent d'accord, ça se normalise en quelque sorte, tout le monde fait les choses de la même façon. Si jamais on a fait autrement, on n'a plus qu'à migrer vers cette nouvelle façon de faire. Donc il faut remplacer des parties de l'application par autre chose ou par des bibliothèques qui finalement marchent mieux que celles qu'on avait développées chez soi. La question du langage, alors comme je vous disais, on a choisi Python il y a plus de 20 ans. En ce qui me concerne, ça doit faire presque 25 ans que je fais du Python maintenant. Au début, Python, ça marchait pas. Enfin, les gens disaient mais c'est pas sérieux. Bon, maintenant c'est bon. C'est devenu sérieux, comme quoi il suffit d'attendre parfois. Mais il n'y a pas que ça. En matière d'application web, au début, on générait le HTML du côté du serveur. Maintenant, on fait du React, du JavaScript, du TypeScript et tout. Donc là aussi, ça veut dire réorganiser les choses, découper une partie de l'application, la réécrire autrement, comment on gère la transition, etc. La chaîne de production change. Au départ, on faisait du CVS. Après, on a fait du Subversion. Après, on a fait du Mercurial. Bon, alors maintenant, tout le monde fait du Git. Je ne sais pas si on arrivera à convaincre tout le monde de faire du Mercurial. Ça m'a l'air bien parti, Git, quand même. Mais bon. Les forges changent. Au début, alors je me souviens même plus de celles qu'on a utilisées avant. Alors, on a fait du Mercurial Server pendant un moment, en ajoutant d'autres choses. On a développé notre propre forge. Et puis, on a fini par remplacer par un fork de GitLab qui fait du Mercurial. Qui s'appelle Heptapod. Si vous ne connaissez pas Heptapod, allez voir, c'est bien. Pendant un moment, on a fait du Jenkins. Maintenant, on fait l'intégration continue de GitLab. Maintenant, on fait même les GitLab pages là, pour publier des choses. À une époque, on déployait des choses avec Salt. Maintenant, on déploie directement avec Kubernetes depuis la forge. Enfin, ça change. Ouais. L'interface utilisateur. Bon, ça, souvent, les interfaces utilisateurs varient.
au cours du temps. En tout cas, il y a des choses qu'on ne fait plus pareil. Après, il peut y avoir des problèmes de licence. Alors, je vous ai parlé de MongoDB, mais on pourrait aussi citer Elasticsearch et on pourrait en trouver d'autres. Je n'en ai pas d'autres là qui me viennent immédiatement. Donc ces licences, ça fait aussi qu'on peut vouloir changer les composants qu'on a utilisés parce que ça ne correspond plus à ce qu'on veut. Il peut y avoir des problèmes de gouvernance. Si je prends juste le cas de CubicWeb, au début, on le développait chez nous. Après, on l'a ouvert pour que des gens y participent. Et au début, on le développait chez nous, on le mettait en licence libre chez nos clients. Après, on a essayé de l'ouvrir pour créer une communauté, ça n'a pas trop marché. Après, on a essayé de faire une communauté avec, parce que les gens sont partis principalement sur Django. Après, on a essayé de faire une communauté avec nos clients, mais après, les clients, ils participaient plus trop. Et puis après, c'est juste des gens chez nous qui l'ont développé. Et puis après, on a refait une espèce de communauté interne avec les gens qui se rassemblent. Donc, même pour un logiciel interne, en fait, la gouvernance et comment on pilote le projet, qui choisit quels sont les projets, chaque fonctionnalité, qui participe et tout, ça peut changer. Pour les projets avec les clients ou les libres, ça... Les personnes changent aussi. Alors si je prends DataBNF, les gens qui l'ont développé au début ne travaillent plus à l'EJLab. Les gens qui l'ont développé au milieu ne travaillent plus à l'EJLab. Les gens qui le développent maintenant travaillent toujours à l'EJLab. Les clients qui l'ont commandé au début ne travaillent plus à la BNF. Les clients qui sont occupés après ne travaillent plus à la BNF. Enfin bon, ça change, mais l'application doit continuer. Donc là, il y a aussi problème de transfert de connaissances et de savoir pourquoi on l'a fait comme ça. Parfois, il faut aller... faire de l'archéologie dans les tickets où les gens disent ça c'est un bug et on leur ressort un ticket d'il y a 6 ans en disant bah non c'est comme ça que vous l'avez demandé. Après aujourd'hui vous le voulez autrement, on peut le changer, mais en fait c'est pas un bug. Et parfois même le propriétaire change. On a eu le cas où on a développé une application pour quelqu'un et ça a été revendu à une autre société qui a récupéré les développeurs avec. Donc on a continué mais avec une autre société qui veut plus forcément en faire exactement la même chose et donc ça change les orientations. Voilà, donc la première conclusion, c'est la seule certitude, c'est le changement. Vous avez la version Héraclite aussi, que j'aime bien. Mince, je ne me souviens plus du nom de la BD et du film. Quai d'Orsay, voilà. Donc dans Quai d'Orsay, il cite Héraclite tout le temps. On ne se baigne jamais 2 fois dans la même rivière. C'est une version ancienne et latine de la seule certitude, c'est le changement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il n'y a plus qu'à s'adapter. Donc là, transformer les applications qui sont déjà en production, c'est comme pour le recyclage. Si vous y avez pensé dès la conception, ça marche beaucoup mieux. Donc si vous utilisez des matériaux qui ne sont pas recyclables, ça ne marche pas. Si votre appareil n'est pas fait pour être démonté, ça ne marche pas. S'il n'est pas fait pour être réparé, vous le recyclez beaucoup plus souvent, etc. Pour les applications, c'est pareil. Si vous arrivez à concevoir les choses de manière à ce qu'on puisse débrancher des morceaux, en rebrancher d'autres, ou que le jour où il faudra tracer des pointillés pour découper, ce sera faisable, etc., ça marche beaucoup mieux. Donc si vous préservez l'avenir en faisant les bons choix, ça marche beaucoup mieux. Une deuxième chose, c'est, puisqu'on est certain que ça va changer, plutôt que de dire on va construire comme si c'était stable, et puis quand il y aura des changements, on s'adaptera, on peut construire comme si c'était instable. Voilà. On part du principe que de toute façon, ça va changer tout le temps, il n'y a pas de certitude, on ne sait pas combien de temps ça durera. Et si on intègre ça dès le départ, ça ne donne pas exactement la même mise en œuvre, ça ne donne pas exactement les mêmes manières de travailler, de concevoir. Et puis autre chose, c'est changer à chaque fois, ça coûte, que ce soit du temps de développement, du temps de conception, du temps de migration, etc. Changer, on a vu que ça se passait tout le temps. Par moment, on a l'impression que ça se passe de plus en plus régulièrement, alors que ça va de plus en plus vite. Après, si on prend un peu de recul, les principes ne changent pas. Le principe de l'informatique, le fait qu'il y ait un CPU qui fasse des calculs, enfin un processeur qui fasse des calculs, et puis qu'on ait de l'espace pour stocker les données, les résultats du calcul, ça n'a pas changé depuis 70 ans. Mais la manière dont on le fait, je ne sais pas, si on prend React par exemple, ils sortent une version tous les 6 mois, il faut refaire, s'adapter aux nouvelles API, etc. tous les 6 mois. Donc il y a des choses quand même qui changent très rapidement. Si on arrive à automatiser, tout ce qui est automatisé, ça va plus vite. Et c'est un moyen important, l'automatisation, pour essayer de tenir le rythme du changement et arriver à faire changer les applications aussi vite que les techniques, que l'environnement change. Alors, quelques stratégies d'adaptation qui me paraissent intéressantes. Parfois, on n'avait pas prévu qu'il faudrait découper à cet endroit-là. Bon, on remanie tout le code pour introduire une API à un endroit où il n'y en avait pas.
Et cette API, pour peu qu'elle ait la bonne forme, après, il y a un composant qu'on peut détacher et remplacer par un autre qui utilise la même API. Une autre solution qui est intéressante, alors qu'on utilise par exemple pour notre site web, je vais vous expliquer juste après comment on fait ça, c'est on a justement une certaine interface de contact. On en construit une autre à côté, et puis tout ce qui était branché sur la première, petit à petit, on branche sur la deuxième. Même on peut mettre un composant qui fait que on fait, alors si c'est des fonctions ou si on remplace des fonctions qui calculent par exemple, eh ben, on peut mettre un composant qui, à l'entrée de l'appel de la fonction, il appelle l'ancienne et la nouvelle. Il vérifie que les résultats sont les mêmes, et puis il renvoie le résultat de l'ancienne. Ce qui veut dire que, alors ça prend un peu plus de temps à l'exécution, mais c'est une manière de vérifier en production que ce qu'on a, le changement qu'on se prépare à faire est véritablement fonctionnel. Et puis le jour où on est content, et ben on débranche l'ancienne et puis on passe plus que par la nouvelle. Et donc recouvrir, une fois qu'on pense qu'on a tout rebranché sur la nouvelle, et ben juste on débranche l'ancienne. Donc pendant un moment on a les deux, et puis après on débranche l'ancienne. Alors nous on fait ça sur notre site web par exemple, si vous allez voir Logilab FR, après vous verrez il y a des pages avec le nouveau design et il y a des pages avec l'ancien design. Parce que comme ça coûte cher de tout faire en une seule fois, qu'on préfère faire le changement en continu, ben on part du principe que même le design c'est pas complètement indispensable qu'il soit uniforme partout, et puis les pages elles changent au fur et à mesure qu'on arrive à les refaire. Rien qu'à Logilab, il y a des gens qui n'auraient pas fait comme ça. Mais, et peut-être même il y en a dans la salle. Pour les données, la plupart du temps, on veut les migrer. Mais parfois, on ne veut pas les migrer, on veut juste qu'elles restent accessibles. Donc à ce moment-là, on est plus dans une optique d'archivage. Et dans un cas comme ça, on peut peut-être sortir les données de l'application, faire quelque chose de statique, par exemple avec juste du HTML. Et puis ensuite, on débranche l'application et on a toujours accès aux données, mais on n'a plus besoin de maintenir, de faire évoluer l'application. La plupart du temps, on veut les migrer. L'archiver, et puis dans certains cas, juste on oublie, quoi. C'est fini, on n'en a plus besoin, on passe à autre chose. Voilà. Alors, un principe important, si on veut pouvoir faire changer les choses, c'est d'être bien clair sur les engagements, et si possible de les limiter. Donc les engagements, on peut appeler ça une API ou on peut appeler ça autre chose. On dit à un tiers, tu peux compter là-dessus, tu peux construire là-dessus, ça va continuer à fonctionner dans le temps. Ça, il faut essayer de réduire cette surface-là, parce que sinon, au bout d'un moment, on s'est engagé sur tellement de choses que dès qu'on veut modifier quelque chose, ça a un impact partout et ça coûte des montants astronomiques. Donc être bien clair sur qu'est-ce qu'est la fonctionnalité, qu'est-ce qu'est l'API, qu'est-ce qui est le service rendu, et qu'est-ce qui n'est pas. Mais comme souvent on veut expérimenter, c'est bien d'avoir une architecture extensible dans laquelle on dit l'essentiel c'est ça, mais le complémentaire c'est ça, et puis éventuellement on a d'autres outils, c'est pas la même application, on va chercher dans les mêmes données, mais c'est d'autres interfaces qui sont à côté, qui sont quand on parle d'applications web, des petites applications web, qui ne sont pas sous la même URL principale par exemple, mais qui permettent d'expérimenter les choses, et puis on pourra éventuellement dire non mais ça on en a vraiment besoin, on le remet dans l'application principale, ou au fur et à mesure dire l'application principale, on en retire des fonctionnalités qu'on va mettre à l'extérieur pour ceux qui les utilisent encore et que plus tard on pourra débrancher. Donc voilà, bien être clair sur le contrat et essayer de le limiter. Il y a aussi la largeur de l'API. Alors là on pourrait dire, j'ai plus beaucoup de temps, je vais faire court, mais c'est... Si vous prenez SQL, d'une certaine manière, c'est une API d'accès aux données. Vous avez le modèle et vous pouvez interroger le modèle. Si vous prenez Sparkle, dans le domaine du web sémantique, c'est exactement la même chose. C'est un langage d'interrogation. Si vous prenez GraphQL, qui est plus à la mode, c'est pareil, un langage d'interrogation. Si vous prenez les langages d'interrogation de base de graphes, là, en fait, c'est une sorte d'API où vous n'avez qu'un seul point d'entrée, le point où vous dites « je pose une question ». Mais par contre, le langage vous permet d'exprimer des requêtes très riches. Ce qui veut dire que le contrat, dans ce cas-là, il porte sur le modèle, et pour peu que vous puissiez vous mettre d'accord sur la partie du modèle qui est fixe et celle qui ne bouge pas, les codes qui interrogent la partie du modèle qui ne bouge pas, ils vont fonctionner éternellement, en fait. À l'inverse, l'autre option, c'est une API plus fonctionnelle, où vous avez des fonctions qui renvoient un certain nombre de résultats, mais souvent, le résultat
Non, mais je vais faire plus de 14 secondes. Tout petit peu plus. Souvent, le résultat, il correspond juste au nom de la fonction. On ne peut pas trop le changer dans le temps, parce que sinon, ça casse tous ceux qui sont habitués à appeler cette fonction-là. Donc après, on se retrouve à multiplier les fonctions, et après, on se retrouve avec une API très large. Et là, on est revenu au problème précédent, où on s'est engagé dans un contrat qui est difficile à maintenir. Voilà. Donc c'est pas tout blanc, tout noir, mais c'est une question, je trouve, qui mérite d'être soulevée. Automatiser. Alors, bien sûr, automatiser, il y a les tests, quand vous prenez votre forge préférée, l'intégration continue, et puis vous faites passer tous les tests de qualité, tous les tests unitaires, les tests fonctionnels, non-régression, quelle que soit la manière dont vous voulez les appeler. Mais on peut aussi automatiser d'autres choses. Alors, si vous allez sur GitHub, il y a un truc qui s'appelle Dependabot, et si vous invitez Dependabot sur votre projet, il vous fait des pull requests pour toutes les mises à jour de vos dépendances. Vous pouvez faire la même chose pour des mises à jour de sécurité. On a fait ça chez nous. Alors, comme on n'est pas avec GitHub, on a fait un logiciel libre qui s'appelle Code Doctor, qui nous fait des merge requests dans Heptapod. Et les merge requests, elles portent sur la mise à jour des dépendances, et elles portent aussi, comme avec CubicWeb, on a une architecture en composants, on a plus de 200 composants, alors ils sont loin d'être tous utilisés communément, on en utilise plutôt une trentaine. Mais donc, Code Doctor, on lui apprend à faire des modifications quand l'API de CubicWeb change, par exemple. Et ben, on explique à Code Doctor quels sont les changements qu'il faut faire dans le code pour respecter la nouvelle API. Et puis, il se met à faire des pull requests, enfin des merge requests sur des dizaines ou des centaines de composants. Voilà, donc on peut maintenant faire des choses comme ça pour automatiser. Ou si un autre exemple, c'est en Python, vous avez un outil qui s'appelle pupgrade maintenant. Au fur et à mesure que vous suivez les versions de Python, vous pouvez lancer pupgrade en lui disant tu me mets tout à jour pour Python 3.6, Python 3.7, Python 3.8, Python 3.9, Python 3.10, et des choses bêtes, des petits changements, pareil dans l'API ou dans la bibliothèque standard de Python, sont automatisés et vous avez juste à les valider. Le choix du langage, typiquement, si vous utilisez un langage qui arrive à vivre pendant 10, 20, 30 ans, c'est pas la même chose qu'un langage qui paraissait bien au début, mais qui n'arrive pas à obtenir une communauté et qui, après, retombe. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, donc je vous ai dit, ça fait très longtemps que je fais du Python, mais je me pose des questions sur Python aujourd'hui en particulier, parce que alors, quand j'ai commencé Python, je trouvais ça super, parce que le cycle de développement était beaucoup plus court qu'avec du C. Avec du C, on était obligé de compiler, et puis on attendait pendant que ça compilait, et puis par moment, j'avais l'impression d'écrire des trucs juste pour rendre service au compilateur, alors que je trouvais que le compilateur était là pour me rendre service, et pas l'inverse. Vous avez des compilateurs aujourd'hui pour d'autres langages, typiquement des langages fonctionnels fortement typés comme Haskell, OCaml et des choses comme ça qui commencent à devenir beaucoup plus populaires, où là c'est plutôt le compilateur qui travaille pour vous. Du coup, ça pourrait permettre d'écrire moins de tests, parce que les tests c'est du code, il faut le maintenir, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a des questions à se poser là aussi. Utiliser des logiciels libres. Alors c'est déjà compliqué d'arriver à maintenir les choses en production pendant longtemps avec des logiciels libres auxquels on a accès aux différentes versions et on peut faire des rapports de bugs, etc. Si en plus on rajoute comme complexité le fait que l'éditeur du logiciel ne veut plus maintenir les anciennes versions, il oblige à passer à la nouvelle, ça complique encore plus. Donc il faut faire ça que quand on a vraiment envie. Ma seconde conclusion, voilà, désolé, j'enfonce une porte ouverte ou j'invente l'eau chaude comme vous voulez, c'est l'importance de l'ingénierie logicielle quand on fait du logiciel et qu'on veut que ça dure. Et le mot de la fin, je vous dis qu'il faut maintenir les applications, mais en vrai, dans la durée, mais en vrai, les applications passent et les données restent. Et s'il y a quelque chose où il faut vraiment investir du temps d'ingénieur et de conception, c'est dans les données et le modèle de données. Le web, ça fait 90, on va dire, ça fait 30 ans là maintenant. Les données dans les applications, c'est plus que ça, mais le web, on voit qu'on peut encore lire des pages HTML d'il y a 30 ans. On publie de plus en plus de données sur le web. Est-ce qu'on saura lire les données qu'on publie sur le web aujourd'hui dans 30 ans? Voilà. C'est une autre question. Merci de votre attention.